Bonjour à tous. Je voulais vous souhaiter la bienvenue dans ce séminaire, enfin ce webinaire plus exactement de la plateforme Raphaël qui va s'intéresser aux douleurs post-Covid. Je m'appelle Clara Bosfet-Barbe. Je suis une des petites participantes de ce projet qui est très ambitieux mais qui a pour but de vous aider, vous, d'aider toutes les personnes impliquées dans le Covid et les problématiques post-Covid. Et je passe la parole tout de suite à Idriss Guessous. Merci Clara, bonjour à toutes et à tous. On a en fait Clara et toute l'équipe le plaisir effectivement d'échanger avec vous pour ce 8e webinaire. Il faut s'en rendre compte, le temps passe vite. 8e webinaire qui est consacré donc aux douleurs post-Covid. C'est un sujet qui évidemment vous préoccupe et nous occupe également beaucoup. On a la chance d'avoir la modération par la docteure Maïsam Némé, comme d'habitude, et toute l'équipe technique de Raphaël qui assure le bon déroulement de ces webinaires, pour ceux qui les connaissent déjà. On salue tous les participants français. Vous êtes nombreux et nombreux aujourd'hui à suivre ce webinaire, donc on est ravis que ce moment vous intéresse également et vous êtes utile. On aura donc la chance d'avoir l'intervention de Madame Paula Marquez, que vous voyez déjà à l'écran et qu'on remercie infiniment. Madame Marquez, les témoignages des patientes et des patients restent les moments, on va dire presque les plus appréciés des webinaires, sans vous mettre de pression, mais c'est ce qui marque beaucoup ces webinaires. Et puis on a toujours beaucoup de plaisir à pouvoir offrir cette plateforme pour ces témoignages. Et puis nous avons notre collègue, la professeure Agustina Lascano, qui va justement nous parler des douleurs post-Covid avec l'approche de sa spécialité qui est la neurologie. Donc elle est médecin adjointe agrégée dans le service de neurologie des HUG. Et puis nous avons la chance d'avoir le docteur Benji Wozinski, qui est médecin chef de clinique dans le service de pédiatrie générale de Clara Bosfet-Barbe. Merci infiniment de vos participations. J'allais dire sans transition, néanmoins, j'ai le bonheur et le privilège d'annoncer quelques nouveautés sur la plateforme Raphaël. Vous savez qu'on continue à essayer d'améliorer cette plateforme francophone, la plateforme académique francophone sur le Covid long. Vous allez découvrir sur le site de Raphaël l'onglet ressources et informations générales ressources, les premières vidéos qui informent sur la médecine complémentaire qui peut être utile dans la prise en charge du Covid long. Donc, il y a évidemment une vidéo sur le pacing, mais également sur le mindfulness, sur l'hypnose, la respiration et le tai chi. Et vous allez voir que grâce à toute l'équipe Raphaël, grâce à nos différents soutiens, grâce à l'équipe com et médias et grâce à différents intervenants et spécialistes, nous avons pu vous proposer des vidéos que vous pouvez suivre et puis qui vous aident à répéter des mouvements qui, selon nous, peuvent contribuer à l'amélioration du post-Covid ou du Covid. Vous allez aussi avoir l'impression d'avoir de la peine à lire le contenu. C'est normal parce que toutes nos pages sont désormais aussi accessibles en anglais. Et parfois, selon le ranking vers les moteurs de recherche, vous trouvez Raphaël en anglais. Et il faut dire que grâce à un soutien financier et un effort colossal, nous avons pu traduire l'entièreté du contenu de Raphaël. Et il y a beaucoup de contenu en anglais. Donc, vous pouvez aussi le partager aux personnes qui ne seraient pas francophones, d'autres personnes allophones, pour qui l'anglais serait une langue plus aisée pour parcourir nos contenus. Puis finalement, un autre document que nous pensons très utile, c'est l'ensemble de la revue de la littérature des essais cliniques, des études en cours sur le post-Covid, le Covid long, qui est accessible, lui, sous l'onglet « Recherche ». Et puis, je crois que Maïsam Némé a la gentillesse, au fur et à mesure, de poster les liens où vous trouvez toutes ces informations. Vous n'avez pas à le réaliser, mais moi je le réalise, c'est un travail colossal qui est fait.
et nous sommes tous et toutes reconnaissants du travail qui est fait par les équipes qui permet d'alimenter Raphaël et la plateforme. Donc, on espère vraiment rester utile aux utilisateurs de la plateforme et nous allons circuler ou informer un peu plus sur ces nouveautés sur la plateforme via nos canaux de communication des HUG. Voilà, donc du fond du cœur, merci de participer, merci de votre temps. Et puis Maïssa Mdémé, je te cède la parole pour que tu nous aides à parcourir ce 8e webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup et effectivement bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur une thématique qui est très 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 importante et assez souvent abordée finalement durant les consultations du post-Covid. Je donne la parole à Madame Marquez et on vous remercie de votre participation et témoignage. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Je m'appelle Paula, j'ai 37 ans. Je vous parle un peu de ce que j'étais avant, il y a à peu près un peu plus d'1 an. J'étais une personne active avec plein d'activités, une vie sociale épanouie, en bonne santé. L'année dernière, j'ai eu Covid 2 fois. Donc, en 7 mois, j'ai eu une première fois en mars et deuxième fois en octobre. La première fois, c'était déjà difficile, mais j'ai pu reprendre une vie à peu près normale assez rapidement, malgré quelques séquelles. Toutefois, le deuxième Covid, c'était la galère, la descente aux enfers. Il y a des moments où je me sens mieux, mais le lendemain, voire même le jour même, tout bascule. Je souffre d'une fatigue intense où mon corps a beaucoup besoin de dormir pendant la journée, par exemple. Je m'endors toute seule, c'est pour ça que je dis mon corps. En contrepartie, le soir, je souffre de beaucoup d'insomnie. Parfois, je dors 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est très irrégulier. J'ai beaucoup de problèmes de mémoire et de concentration. Par exemple, quand je suis en groupe d'amis ou même au travail, je peux vite perdre le fil conducteur ou même oublier la moitié des choses qui ont été abordées. Au quotidien, je dois tout noter pour pas oublier les choses. Ce qui est très important à aborder, c'est que je souffre de beaucoup de douleurs musculaires et articulaires qui m'handicapent énormément, qui m'empêchent de faire beaucoup d'activités, activités de base à la maison, par exemple faire à manger, une simple douche. Actuellement, il n'y a pas de médicaments qui soulagent mes douleurs. Ou parfois, je me suis sentie pas soutenue par rapport aux médecins, parce que même eux, ils savaient pas, il n'y a pas encore vraiment de médicaments pour ça. Et c'était à chaque fois j'entendais ça va passer, soyez patiente. Et c'est très consternant, c'est bouleversant de ne pas avoir un diagnostic et ne pas avoir un traitement qui peuvent stopper ces douleurs. Je suis quasi sûre que ma fatigue pourrait s'en aller si mes douleurs partiraient. J'ai souffert de malaise également. Je suis vite essoufflée au minimum d'activité. Par exemple, si je marche 5-10 minutes, je dois m'arrêter parce que j'ai très mal aux hanches, tout ce qui est articulation, les mollets, les muscles. J'ai essayé de travailler à temps partiel jusqu'à maintenant, mais toujours dans la souffrance. Donc, j'ai l'impression de soulever des montagnes au quotidien et c'est épuisant. Même le dafalgan ne marche plus. Par rapport à mon entourage, donc je suis quelqu'un qui aime pas trop parler, surtout parce que c'est une maladie qui se voit pas. Et quand j'en parle, le peu que je parle, je sens que les gens ne comprennent pas vraiment. Donc, pour cela, j'évite d'en parler. Par contre, j'ai un suivi psychologique. Donc, je rencontre une psychologue 2 fois par mois. C'est là-bas que je vide mon sac. Et pour moi, c'est très positif. Je parle de ce qui se passe. Et en sortant, je me sens beaucoup plus légère. Et je vois la chose d'une autre façon. Depuis 3 semaines, mon état s'est dégradé. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, mes douleurs se sont intensifiées. Douleurs musculaires, articulaires. Dr Esnemé m'a prescrit un nouveau traitement il y a 7 jours. Pour le moment, j'ai beaucoup d'effets indésirables. À voir par la suite comment ça se passe. Mais j'ai beaucoup d'espoir et je croise les doigts. J'ai également contacté un rhumatologue. J'ai fait des prises de sang. J'attends les résultats. Mais encore une fois, j'ai entendu, faut être patiente, c'est certainement lié au Covid long et pas autre chose. Merci beaucoup, Madame Marquez, de votre témoignage.
nous entendons en fait la souffrance et en fait son retentissement aussi dans un peu tous les domaines et tous les aspects de votre vie quotidienne. Nous espérons pouvoir continuer à vous accompagner toutes les patientes et tous les patients. Ce qu'on peut dire en fait, c'est que justement l'idée de Raphaël, des webinaires et de toute l'équipe, c'est de pouvoir non seulement vous accompagner, mais explorer des solutions finalement à ces mots MAUX qui ne sont pas tout à fait expliqués aujourd'hui. J'ai donné la parole à Dr Lascano qui justement étudie et explore ces douleurs sous un angle des neuropathies. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à Madame Marquez pour ce témoignage qui, en fait, vous décrivez très bien ce qu'on écoute, nous, comme soignants tous les jours. Alors, je vous raconte un petit peu comment est-ce que je me suis intéressée à ces domaines. Je m'occupe principalement des maladies inflammatoires du système nerveux, que ce soit les nerfs ou au niveau cérébral. J'ai travaillé énormément de temps avec des patients atteints de sclérose en plaques et il y avait souvent des plaintes, sans vouloir faire une comparaison directe, mais il y avait quand même des plaintes relativement similaires, des grosses fatigues et puis des douleurs, parfois articulaires ou parfois des sensations désagréables qui prenaient une autre forme en fait. Du coup, j'ai débuté une étude pour mieux comprendre la douleur dans cette maladie. Et puis, après, par la suite, au fur et à mesure qu'on a commencé à recevoir des patients qui ont été atteints du Covid long, voilà, on commençait à se rendre compte que les douleurs étaient quand même une plainte qui devenait un peu en tête de liste, en fait, quelque part. Alors, on a beaucoup appris ces derniers temps. Je me permets de partager avec vous quelques diapositives, en fait, pour vous résumer, sans vouloir être exhaustif, mais plus à titre d'exemple, en fait, les différentes problématiques ou les différents symptômes neurologiques, en fait, du Covid-19. Donc, je me suis permis de les séparer en 3 axes, en fait. D'une part, des patients qui présentent plus des pertes sensorielles, que ce soit des troubles du goût, de l'odorat. Certes, on a vu ça beaucoup pendant la période aiguë, mais c'est des symptômes qui sont parfois persistés plus longtemps que prévu. Des troubles de l'audition qui peuvent aussi prendre différentes formes, que ce soit des vertiges, de sensations, des bruits étranges, bourdonnements au niveau de l'oreille. Beaucoup plus fréquemment, les tableaux qui marquaient plus par une fatigue, brouillard mental, des gros problèmes de concentration, comme vous l'avez très bien témoigné, en fait, des gens qui étaient complètement autonomes, qui oublient les rendez-vous médicaux, bien sûr, qui sont énormément en plus, qui oublient la liste des courses, de chercher ses enfants à l'école, voilà, des pertes de mémoire et surtout ces problèmes du sommeil. Donc, vous avez bien décrit que vous dormissez, enfin, qu'il y a ce sommeil qui vient un peu tout seul. Mais il y a aussi un aspect encore plus troublant, c'est un sommeil qui n'est pas du tout réparateur, en fait. Dès le matin, au réveil, souvent les patients se plaignent qu'ils ne sont pas reposés, malgré le fait que parfois, ils peuvent dormir même plus qu'avant. Et puis, les troisième axe, c'est plutôt cet aspect des douleurs, donc je vais revenir tout à l'heure, et des sensations bizarres. Donc, il y a quelques chercheurs qui se sont intéressés à l'ensemble de ces domaines. Je n'ai pas du tout mentionné l'aspect de problèmes de respiration, mais c'est un peu les 4 axes qui prédominent dans cette symptomatologie persistante du Covid-19. Donc, les douleurs, en fait, elles sont assez variées. C'est ça qui est un petit peu troublant et c'est ça qui est un petit peu aussi déboussolé les soignants parce que ils se disent je comprends pas. Il y a certains patients qui se plaignent des douleurs musculaires qui peuvent aussi prendre différents aspects, soit des crampes, soit des courbatures.
et une impression d'être faible, en fait, de ne pas arriver à faire des exercices comme avant, de s'épuiser, en fait, physiquement, pas que mentalement, d'avoir des douleurs au niveau des articulations. On me dit souvent, j'ai l'impression que j'ai 80 ans, que j'ai vieilli d'un coup. Encore des douleurs un peu à la poitrine, comme une oppression ou des palpitations. Des problèmes intestinaux, des maux de ventre, des crampes. Et puis, tous ces 4 éléments qu'on a parlé tout à l'heure, ça ferait plus partie, en tout cas surtout les 2 premiers, de ce qu'on appelle un peu les douleurs mécaniques ou des douleurs nociceptives, en fait. Plus on part vers les 2 dernières que je vais vous parler tout à l'heure, on rentre plus dans mon domaine, en fait, dans les douleurs qu'on appelle neuropathiques. Donc, d'une part, les maux de tête, soit chez des patients qui n'avaient pas du tout des plaintes, des maux de tête auparavant, donc c'est des nouvelles céphalées, ou des patients qui étaient connus pour des migraines, chez qui les caractères des migraines, ils sont un petit peu changés. Même, en fait, des migraines qui survenaient avant les règles. Les règles ont parfois aussi été décrites comme étant modifiées dans les symptômes post-Covid, en fait. Donc, les migraines qui accompagnent ces changements des règles aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là. Fort heureusement, la plupart des céphalées migraines, en fait, répondent au même traitement qu'on avait l'habitude de voir, nous, en fait, de prescrire, nous, les neurologues, pour les céphalées primaires, comme on les appelle, ou les migraines. Et puis, finalement, les douleurs neuropathiques, et c'est là où c'est un peu traître, parce que parfois, les patients me disent « Mais enfin, j'ai pas une douleur. Pas une douleur comme on les connaît, en fait, quand on s'étape, on s'écogne, en fait. Pas ces genres de douleurs-là, mais plutôt des sensations vraiment bizarres, qui peut être des fourmillements, ça soit engourdi, l'impression que c'est soit les mains, ils sont glacés, soit ils brûlent. Parfois, on peut même remarquer, en fait, des changements dans la coloration de la peau, surtout au niveau des mains. On a besoin ça pique, ça gratte, ça peut même serrer, comprimer, ou bien un aspect plus électrique, coup de poignard, donc des douleurs qui peuvent être parfois très violents, et parfois même ces sensations, ils peuvent être combinés à différents endroits du corps. Donc en fait, ils peuvent apparaître de façon plus prédominante aux extrémités, donc aux bras et aux jambes, mais ça peut aussi apparaître au niveau du visage, autour de la bouche, comme on disait tout à l'heure, au niveau du thorax. Parfois, on peut avoir un caractère sur un membre et puis un autre type de caractère sur un autre membre, en fait. Ce qui est décrit, en tout cas, par notre patientèle. Si on va plus dans les détails, en fait, effectivement, ces douleurs, elles peuvent être dues pour différentes raisons, mais une des causes qui a été retrouvée plus récemment dans la littérature, c'est cette fameuse neuropathie de petite fibre. Alors, je vais vous expliquer parce que même ça reste assez critique pour les neurologues qui ne travaillent pas dans ces domaines, donc j'imagine que ça reste encore plus méconnu pour vous. Si vous voulez, c'est une atteinte de toutes petites fibres nerveuses qu'on n'arrive pas à voir avec des techniques habituelles, comme par exemple des examens électriques. Peut-être certains de vous, vous avez subi des examens d'électroneuromyographie qui permettent d'étudier les gros nerfs, par exemple les nerfs qu'on se tape au coude, qui est les nerfs ulnaires, ou encore plusieurs d'entre vous connaissent par exemple les nerfs médians qui donnent les canaux carpiens. Ça, c'est les gros nerfs. Mais après, ces nerfs, ils vont se finir dans des tout petits nerfs qui se trouvent au niveau de la peau. Et puis, ces nerfs, ils s'occupent justement de la transpiration, de la sensation du chaud et du froid, et de la douleur, en fait. Donc, les patients qui ont une problématique de petite fibre peuvent effectivement présenter les sensations qu'on a décrites tout à l'heure, et des façons plus intéressantes, en fait, aussi d'autres symptômes associés, parce que les petites fibres, ils ne sont pas que au niveau de la peau, mais aussi autour de certains organes, comme par exemple l'appareil digestif. Donc, certains patients peuvent même expliquer qu'ils ont un changement au niveau du transit intestinal, avec
soit des diarrhées, soit des constipations ou une alternance des deux. Ça va aussi donner la sécrétion des larmes au niveau des yeux, la salive autour de la bouche. Donc, les gens, ils vont avoir une sécheresse des yeux, une sécheresse buccale, en fait. Ils vont devoir boire plus d'eau qu'avant, ou même des fois mettre des gouttes artificielles parce qu'ils ont l'impression d'avoir comme du sable sur les yeux. Donc, finalement, ça touche ces toutes petites fibres. Et pourquoi, en fait? Parce que finalement, ces petites fibres, ils ont pas, elles sont tellement petites qu'ils n'ont pas cette gaine qui s'appelle la myéline qui va couvrir les nerfs, en fait. Donc, ils deviennent vite beaucoup plus vulnérables, en fait, que les autres nerfs. Et puis, la façon qu'on a à nos jours de diagnostiquer, elle est aussi assez complexe parce qu'on a besoin des techniques qui vont tester la fonction de ces nerfs. Donc, on va appliquer des techniques qui vont étudier la perception de la douleur, la perception du chaud et du froid et la transpiration, mais aussi, plus précisément, une analyse microscopique. Et pour ça, on va effectuer une biopsie de peau de quelques millimètres, 3-4 millimètres au niveau de la jambe. Et les experts pathologues, ils vont l'analyser à l'aide du microscope pour regarder la quantité des petites fibres. Et souvent, on trouve qu'il y a une diminution de ces toutes petites fibres qui aident au bon fonctionnement du corps et à la bonne perception, en fait, des sensations chez les patients post-Covid, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Massena. On a eu plusieurs questions auxquelles on va répondre à la fin. Mais justement, en fait, vous décrivez très très bien cette notion finalement de douleur qu'on ne peut pas trop bien expliquer, qui peuvent apparaître partout dans le corps, mais qui peut-être sont en lien finalement avec le système nerveux aussi. Sans transition, nous donnons la parole à Dr. Wozinski. Dr. Wozinski, chef de clinique en pédiatrie, et qui va en fait nous présenter une des thérapies qu'on pourrait utiliser pour la douleur en général, et notamment pour la douleur post-Covid, sachant que ce symptôme peut atteindre les adolescents, comme ça peut atteindre les adultes. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment content de pouvoir parler un peu d'hypnose. Alors, effectivement, moi, je vois beaucoup d'enfants et d'adolescents qui souffrent de douleurs chroniques pour plein de raisons diverses et variées, mais entre autres, certains qui ont eu des Covid et des symptômes douloureux post-Covid. Alors, on m'a demandé de parler de douleurs chroniques et d'hypnose. J'ai rajouté une petite case de cerveau au milieu parce que ça complètera bien l'exposé de ma collègue. Et puis, le cerveau est quelque chose qui va créer en fait beaucoup de choses, donc à la découverte de ce créateur. Alors, le cerveau, c'est le champion de la survie. Et pour ça, il a créé tout un tas en fait, de systèmes automatiques. Et c'est vraiment ces systèmes automatiques qui vont diriger la plupart de notre vie de tous les jours, par exemple l'alimentation, les émotions, la sexualité. Et le but finalement de ces systèmes, c'est de pouvoir survivre. Alors ils ont créé quelque chose de très ingénieux, c'est que comme nous le dit le chat, une opération qui est assez simple comme 2 + 2, il y a une seule bonne réponse, mais il y a des milliards de mauvaises possibilités. Alors tous ces systèmes automatiques du cerveau, leur seul job, c'est d'essayer d'anticiper le futur, de prévoir le futur, pour aller voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme danger. Et pour ça, ils utilisent tous nos souvenirs passés. Et on peut dire que ces systèmes ne sont pas vraiment intelligents, ils vont vraiment fonctionner en termes de probabilité. Est-ce que le fait d'avoir eu mal quelque part, si je remarche par exemple sur une jambe qui a eu mal, est-ce que je vais de nouveau avoir mal, oui ou non? Donc ils vont vraiment utiliser ce travail entre le futur et le passé. Et la douleur chronique va être créée sous la forme d'une perception dans le cerveau, alors comme tous les autres sens, à la base de tous les systèmes de la mémoire, tous nos souvenirs de la mémoire, en fait, par rapport à la douleur. Ces souvenirs de la douleur vont être passés par les filtres de l'attention pour sortir les choses qui sont importantes dedans et nécessaires, et vont être passés par le filtre des émotions qui vont pouvoir mettre très désagréable, moins désagréable, tout ça. Avec ces 3 choses-là, le cerveau va commencer à créer des anticipations, ces projections du futur, et tout ça va être intégré par encore d'autres zones de notre cerveau
pour faire des probabilités par rapport à la perception de la douleur, de comment le cerveau va le ressentir. Donc jusqu'à là, il n'a pas encore les sensations physiques. Et une fois que, par exemple, on imagine qu'on va marcher, on anticipe tout ça, au moment où on va commencer à marcher, s'il y a de la douleur, il y a des sensations qui remontent et elles vont être passées par les filtres de l'attention. Donc elles sont de nouveau triées par rapport à l'attention pour savoir quelles sont les informations importantes. Les émotions vont de nouveau faire un filtrage de ces sensations qui montent pour mettre une cotation émotionnelle. Et en fin de compte, ces sensations qui arrivent au cerveau vont servir à corriger notre projection, notre anticipation du futur par rapport aux informations importantes. Et c'est très intéressant de comprendre ça parce que finalement, la douleur, il y a plein de choses qui sont constituées par le cerveau et uniquement par le cerveau. Et il y a des choses qui viennent du corps, qui sont les informations importantes. Ça lui permet de gagner énormément de temps plutôt que d'analyser à chaque seconde tous les milliards d'informations qui arrivent. Mais du coup, ça pose aussi certains problèmes, notamment dans la douleur chronique. Alors, on peut avoir mal comme ça, on peut avoir mal comme ça, on peut avoir mal comme ça, et toutes ces perceptions de la douleur, elles sont absolument justes pour la personne qui les ressent. On ne peut pas les remettre en doute. Mais le fait d'avoir des probabilités, ça nous pose tout un tas de problèmes qu'on peut montrer avec les illusions. Alors là, on voit une forme. Probablement, vous voyez 4 ronds. On la retourne. On voit 4 triangles. Et c'est exactement la même forme. Mais en la voyant sous un autre point de vue, le cerveau, avec les jeux de lumière et les jeux de hauteur que cet artiste japonais a créé, eh ben, il change la forme, alors que c'est absolument impossible qu'elle soit ronde et triangulaire en même temps. Et c'est un des problèmes qu'on a dans le cerveau, c'est qu'en fait, selon le point de vue par rapport auquel on observe la douleur, eh ben, on la ressent différemment. Donc la personne qui a la douleur la voit depuis l'intérieur, et c'est juste, la personne qui l'observe, le soignant par exemple, la voit depuis l'extérieur, c'est juste, mais il y en a un qui la voit ronde, il y en a un qui la voit triangulaire. Et ça nous amène à un point essentiel, c'est que la perception de la douleur, elle est absolument réelle pour le cerveau. On ne peut pas remettre en doute la douleur de quelqu'un. Même s'il dit qu'il a mal à 8 sur 10 avec un grand sourire, il a mal à 8 sur 10. Et c'est OK, ça c'est vrai. Par contre, cette douleur qu'il ressent, c'est uniquement un point de vue. Et avec plusieurs points de vue, on peut commencer à se faire une construction plus détaillée de la douleur. Ça nous amène à un autre point important, c'est que le cerveau est absolument capable de créer par lui-même des boucles qui vont auto-induire de la douleur. Et il n'a pas besoin du corps pour ça. Comme il est capable de créer des images, des sons, des odeurs, il est absolument capable de créer de la douleur. Et le cerveau peut avoir vraiment atrocement mal, même si on avait peut-être des examens qui sont normaux. Alors en plus, disons, dans les douleurs post-Covid, il y a plein d'autres choses qui montrent qu'il y a des problèmes, notamment au niveau des nerfs, comme l'a montré ma collègue. Mais même s'il n'y avait pas de problème au niveau du nerf, le cerveau est absolument capable de créer de la douleur électrique, et c'est tout à fait possible. Alors maintenant, si on parle un tout petit peu de l'anticipation, je vous dis un arbre. Vous voyez tout de suite apparaître un arbre. Vous avez mis probablement plus de temps à voir qu'il y avait des visages qui étaient dans cet arbre, que peut-être les feuilles étaient creuses, qu'elles n'étaient pas reliées aux branches, et que finalement, le cerveau a collé l'étiquette de l'arbre sur cette image, mais si je la plante, elle ne va pas faire de racines, elle ne va pas faire de feuilles, et ce n'est pas vraiment un arbre. Mais il fait des raccourcis comme ça, sans arrêt. Un autre raccourci, un lapin, vous le voyez probablement apparaître, vous tournez un peu la tête à droite, on voit un super canard avec un petit bec comme ça, et puis des yeux. Donc, on peut voir les formes sous tout un tas de points de vue différents. Et la façon de communiquer par rapport à la douleur, par rapport à la maladie, va énormément influencer la trajectoire de la guérison. On a entendu pendant plusieurs années que le Covid était une maladie horrible, terrible, et du coup, ça a créé une énorme anticipation négative, un énorme stress qui va notamment beaucoup péjorer les symptômes parce que ça va activer certaines zones du cerveau qui sont associées à ces choses stressantes. Et du coup, en tant que soignant, on peut bien sûr apprendre à parler de façon beaucoup plus positive et ça améliore et ça vraiment aide beaucoup les gens à pouvoir se soigner. C'est ce qu'on fait notamment en hypnose. Si on parle de la mémoire maintenant, vous avez probablement tous vu apparaître un couple enlacé dans une position assez sensuelle. Maintenant, vous montrez cette image à des enfants qui ne sont pas en âge de sexualité, ils voient des petits dauphins qui sont ici, des petits dauphins, il y en a un qui descend, il y en a là, il y a un bébé dauphin. Donc, en fait, selon les apprentissages qu'on a eus,
ça va changer complètement notre vision du monde. Donc la douleur n'y échappe pas. Selon nos apprentissages de la douleur, dans la famille dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit, on va percevoir la douleur complètement différemment et on peut travailler sur ses souvenirs et sur ses apprentissages pour changer notre perception de la douleur. Maintenant, si on regarde l'attention, alors vous allez vous concentrer sur la voiture bleue au milieu parce qu'ils vont faire sauter l'image. Et il va se passer quelque chose. Concentrez-vous bien pour regarder qu'est-ce qui change. C'est un petit test d'attention, pas forcément facile. Regardez bien cette voiture. Ils vont subtilement changer quelque chose comme ça. Alors, on voit quelqu'un qui passe aussi. Regardez bien. C'est pas si simple, hein. Alors, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, comme ils nous le disent. Et dans la réalité, c'est que en étant extrêmement concentrés sur cette voiture, ils sont capables de changer toute la scène à l'extérieur. Alors, ils vont vous montrer tous les changements qu'ils ont faits pendant qu'on était concentrés. Ça, c'était la scène initiale. Ils ont tout changé. Les bâtiments, les couleurs, la voiture, le scooter avec un lampadaire. Il y a quelqu'un qui vient, qui tient un cochon. Après, il change tous les bâtiments, toutes les couleurs. Et il y a énormément de changements qui sont faits parce que l'attention est capable de nous rendre complètement aveugles, complètement sourds, complètement anesthésiés de toutes les choses auxquelles on n'est pas concentré. Et ça, c'est un autre point qui est extrêmement important pour l'hypnose, c'est que le déplacement de l'attention, il est essentiel. Si on est complètement pris par la douleur, focalisé sur la douleur, eh bien, en fait, tout le reste disparaît. Et le cerveau n'a même plus la capacité de le voir et de se rendre compte qu'il y a des changements et qu'il y a des choses positives qui peuvent apparaître. Donc, on va beaucoup axer sur le déplacement de l'attention. Maintenant, c'est difficile de changer de point de vue. Comme nous le remontre cet artiste, toujours le même, hein, parce qu'il est vraiment super fort, il nous montre des toboggans qui montent. Jusqu'à là, OK, il met une bille, la bille monte contre la gravité, ce qui est absolument impossible. Donc, on imagine bien qu'il y a une petite entourloupe illusionniste là derrière. Et ce qui est incroyable, c'est que le cerveau est incapable de changer sa vision du monde. Et il va vous montrer comme ça, il tourne les petits toboggans. Donc, vous allez voir, la réalité, c'est qu'en fait, les toboggans descendent parce que ça suit les lois de la gravité. Cependant, si on retourne l'image de nouveau, c'est impossible de les voir descendus parce que le cerveau a tellement l'habitude des formes, des structures et du fait qu'avec ces lumières-là, eh ben, les toboggans devraient monter, que si on repose la bille, eh ben, elle va de nouveau monter malgré le fait que vous savez qu'elle descend. C'est difficile de changer de point de vue. Alors, si vous voulez aller voir plus loin sur les illusions, il y a des super conférences. Il y en a une au HUG qui a eu lieu là sur la semaine du cerveau qui était géniale. Et puis, il y en a une autre sur YouTube, 1 ou 2 ans en France qui était super. Le cerveau va vraiment préférer des fausses perceptions, mais qui sont probables, plutôt qu'une vérité qui est improbable. C'est difficile pour lui. Et pour changer, il faut plus que des explications, il faut une expérience. Donc, dire à quelqu'un, écoutez, on a fait tous les examens médicaux, votre pied va bien, il n'y a pas de douleur, eh ben, en fait, ça ne va pas lui enlever sa douleur parce qu'il faut lui permettre de faire l'expérience que la douleur peut être transformée, modifiée. C'est là que l'hypnose arrive pour vraiment aller travailler sur ces 5 aspects de notre système automatique, donc la mémoire, l'attention, les émotions, les anticipations et les sensations. Et par exemple, là, on a une super salle de contrôle avec un petit lutin qui vient faire ses réglages d'un adolescent sur tous les ordinateurs qui permettent de contrôler la douleur, le stress, les émotions et tout ça. Donc, avec l'hypnose, on peut trouver plein d'exercices pour apprendre à contrôler son cerveau et après, apprendre à l'entraîner. Comme le dit le chat, si je soulève ces haltères, je me muscle les biceps, mais si je pense que je les soulève, je me muscle le cerveau. Et l'hypnose, c'est un fitness mental. Ça permet d'entraîner certaines parties du cerveau pour les rendre plus fortes et d'en diminuer l'activité de certaines pour vraiment transformer la forme de son cerveau. C'est vraiment à ça. On peut le voir comme de la physiothérapie cérébrale. Et maintenant, si on regarde 2-3 petits exemples, par exemple d'hypnose, là, on peut aller prendre l'énergie positive du monde des smileys. On peut partir dans le monde du stress pour aller régler ce problème d'éruption volcanique. On peut faire des exercices de respiration avec, par exemple, la fleur de la plage ou toute autre fleur. On peut aller faire du nettoyage dans les souvenirs. On peut aller voir la maison des émotions pour aider les émotions à aller mieux. Si vous voulez le descriptif de ces séances, elles seront disponibles dans le PDF en lien.
Et du coup, l'hypnose va vraiment nous permettre de commencer à transformer le cerveau, de commencer à transformer les perceptions du monde et de faire cette expérience de changement que c'est possible. Et du coup, on accumule des souvenirs qui vont permettre de créer de nouvelles anticipations, mais positives ce coup-là. C'est vraiment comme ça qu'on va aider les gens. Alors, si vous voulez des ressources, il y a la liste des praticiens en hypnose médicale en Suisse ici. Il y a les 2 consultations d'hypnose adultes et pédiatriques au HUG. J'ai fait pas mal de vidéos pour les ados et les enfants sur le cerveau. Si vous voulez aller plus loin un petit peu, elles sont disponibles sur YouTube. Il y a des vidéos qui permettent d'expliquer l'hypnose, par exemple, aux adolescents, et avec des séances d'hypnose, si vous êtes un peu curieux de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une séance. Et si vous êtes intéressé par la façon de communiquer par l'hypnose, ce livre de Thierry Melchior est vraiment génial, Créer le réel, c'est super intéressant. Alors moi, je finirai là-dessus. Guérir, c'est reconstruire. Alors, c'est reconstruire ensemble son cerveau, c'est reconstruire ensemble les différentes parties de son corps, mais c'est surtout travailler ensemble plutôt que se battre de savoir est-ce que la forme est ronde ou est-ce qu'elle est triangulaire. Et bien, en fait, elle est les deux à la fois. Et en ayant ces visions communes, on peut commencer à reconstruire le corps petit à petit, brique par brique, comme le font les souris avec le chat. Si vous avez des questions ou besoin du PDF, vous pouvez aussi m'écrire sur mon adresse mail DHUG, elle est ici, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Wazinski. On voit effectivement en fait la curiosité incroyable de ce cerveau, de notre cerveau. Et merci surtout de parler, de pouvoir offrir en fait des thérapies qui peuvent aider à soutenir les patients et les patientes. Même si on ne va peut-être pas guérir les symptômes complètement, mais au moins pouvoir aider dans la maladie et dans la santé. Peut-être avant de commencer à prendre les questions, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, les intervenantes et les intervenants, avaient d'autres choses à rajouter ou rebondir sur un ou plusieurs des éléments? Peut-être moi, je serais intéressé à avoir la lecture de Mme Marquez par rapport à ces 2 interventions. C'est des choses qu'on avait déjà pu partager avec vous en consultation, et notamment la dernière approche avec l'hypnose. C'est des choses qui ont déjà été évoquées. Oui, tout à fait. J'attends qu'on me convoque pour l'hypnose. D'accord. Et ça sera normalement de notre service, alors, qu'il y ait l'hypnose qui est brillamment gérée en pédiatrie. Et puis, c'est vrai qu'on a plusieurs médecins qui sont formés aussi dans le service pour… oui, mais apparemment, il y a une longue liste d'attente. Oui, effectivement. Mais c'est très bien, en tout cas, vous allez explorer ceci. Et ça vous va si on démarre d'adresser ou de prendre les questions-réponses? On est un petit comité, vous êtes une 80aine de participants, donc on devrait réussir à prendre beaucoup des questions et puis de profiter des spécialistes qui sont avec nous. Et puis, Maïsam vous aurait rassuré en disant que toutes les questions qui ne seraient pas adressées, puis en fait même celles qui sont adressées, seront postées sur le site de Raphaël au plus vite avec les réponses appropriées. Donc, si nous n'arrivons pas à tout couvrir, soyez rassurés, comme à chaque fois, il y aura ces informations sur le site de Raphaël. Voilà, Maïsam, je te laisse. Il y a un système de vote aussi, donc on peut passer par celles les plus fréquemment citées. Oui, justement, donc si on trie les questions par vote, et merci déjà, Dr Lascano, d'avoir pu répondre en direct à quelques-unes des questions. Justement, peut-être une question qui est revenue assez souvent, c'était finalement dans quelle mesure une biopsie cutanée va aider pour le diagnostic. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la prise en charge? Est-ce que c'est fiable? Alors, c'est une excellente question parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les diagnostics de cette neuropathie de petite fibre, il est difficile, d'une part parce qu'il y a un énorme retard diagnostique vu le fait que la présentation clinique elle est très hétérogène, mais en effet, on a besoin pour en fait si vous voulez, les critères diagnostiques qui ont été établis par les comités d'experts, on a besoin d'avoir des symptômes sensitifs, que ce soit comme on les appelle négatifs, donc soit une perte de sensibilité, ou positive dans le sens plus de douleur.
Et puis, ceci doit être associé à une biopsie des peaux et des examens fonctionnels, comme on discutait tout à l'heure, pathologiques en fait. Donc, les seuils de détection au chaud-froid via des appareils précis. Voilà. La biopsie de peau, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une toute petite biopsie de quelques millimètres en fait. Donc, je ne veux pas dire indolore, mais ça s'est fait sous anesthésie locale. Ça ne laisse pas des séquelles. Et puis, il y avait quelqu'un, j'ai trouvé que c'est intéressant, la question des personnes, en fait, c'était, mais enfin, à quoi ça sert, en fait, si on ne peut pas guérir, en fait. Et puis, je trouve que, disons, d'une part, je pense que c'est important de savoir ce qu'on a, en fait, parce que j'imagine pour vous, Madame Marquez, vous avez tourné autour, en fait, vous avez dit plusieurs fois les médecins ne comprenaient pas, donc déjà savoir ce qu'on a. Certes, les neuropathies des petites fibres que nous, on connaît avant les Covid, on ne peut pas les guérir, comme d'autres maladies en neurologie, mais on peut certainement les traiter, en fait. On peut traiter la douleur. Et puis, il y a des gens qui me posaient la question par rapport au choix du médicament, si je n'ai pas répondu à ça, mais j'ai pris ça. Et donc, d'une part, il faut dire qu'il n'y a pas que les médicaments, en fait. Il y a les approches non médicamenteuses qui c'est très important. Donc, les traitements de la douleur, malheureusement, ce n'est pas une seule pilule qui va nous aider. En fait, c'est une association des facteurs. Et dans les médicaments, pas tout le monde répond de la même façon. Donc, peut-être votre voisine, elle a bien répondu. Par exemple, quelqu'un m'a posé la question pour la duloxétine, mais pas vous, et vice-versa. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous ne répondiez pas à un médicament que c'est un échec complet. Il y a d'autres thérapies. Ici, on a des centres de la douleur qui sont bien à la pointe, en fait, à Genève, pas seulement à l'hôpital cantonal. Et puis, voilà, c'est des traitements qu'il faut en fait adapter aux patients en termes d'efficacité et en termes des effets secondaires, bien évidemment. J'ai pensé à quelque chose qu'on discutait tout à l'heure. Donc, en fait, oui, en effet, la biopsie, on l'utilise en fait pour les diagnostics des neuropathies des petites fibres. Et puis, c'est aussi important parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, les petites fibres aussi va intéresser la fonction du système digestif et aussi du système cardiovasculaire, en fait. Donc, c'est important aussi de vérifier que tout ça fonctionne correctement et qu'il n'y a pas eu un impact de ces petites fibres dans les autres organes. Donc, oui, on ne peut pas guérir, mais oui, on peut traiter et prévenir des complications. Merci beaucoup, Dr Lascano. Nous avons une question pour Dr Wozinski, en fait, de Madame Orso, qui dit, donc, mon fils réduit ses douleurs grâce à des jeux vidéo immersifs qui le plongent dans une histoire calme. Probablement la combinaison d'un effet de distraction et d'un effet de récompense. Est-ce un effet reconnu? Y a-t-il des jeux à recommander? Et en fait, on se demandait aussi, est-ce que, quelque part, est-ce qu'il y a un lien avec justement, que ce soit l'hypnose ou l'effet que cela peut avoir sur le cerveau? Les jeux vidéo sont extrêmement puissants, captivateurs de l'attention, hein, parce qu'ils sont conçus comme ça. Donc, ils sont extrêmement puissants pour vraiment nous focaliser comme l'histoire de la voiture. Ils nous plongent sur un truc, on oublie tout le reste. Donc, l'effet antidouleur, il vient du fait que l'attention est complètement absorbée par le jeu vidéo, ce qui est très pratique. C'est très utile pendant un petit moment. Et le problème, c'est que si on reste qu'avec ça, au moment où on arrête le jeu vidéo, l'attention, elle repart sur la douleur. Donc, moi, je ne proposerais pas forcément de traiter avec des jeux vidéo, mais surtout d'apprendre à faire la même chose en auto-hypnose, parce que ça veut dire que ces capacités attentionnelles, elles sont déjà là, elles sont développées. Donc, lui apprendre des techniques d'auto-hypnose sans jeux vidéo pour ensuite aller pouvoir aussi travailler les différentes parties de la douleur, ça, ce serait pratique. Et ça fait que si on n'a pas de jeux vidéo, par exemple, à l'école, on peut quand même continuer à faire de l'auto-hypnose. Merci beaucoup. Une question qui s'adresse aussi à tous les intervenants. Qu'en est-il de l'utilisation en fait de bracelets stimulateurs d'endorphines? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une expérience avec ces bracelets? Et qu'est-ce qu'on peut répondre ou dire sur ce sujet? Moi, je n'ai pas d'expérience forcément avec ces bracelets-là, mais
on peut s'imaginer aussi que l'auriculothérapie et l'acupuncture, il a un petit peu les mêmes principes. Et puis, voilà, encore une fois, mon impression, c'est que c'est très variable comme réponse, en fait. Des fois, voilà, tant que ce type de traitement ne soit pas délétère pour vous, et puis c'est conseillé effectivement par un soignant, je pense que ça vaut la peine d'essayer parce qu'on ne sait pas si vous allez répondre à ça ou pas, en fait. Pour l'acupuncture, j'ai plus un avis mitigé. Je dirais que j'ai environ, comme ça, sans avoir des chiffres exacts en tête, j'ai environ 20% des patients qui trouvent une amélioration, mais qui n'est pas durable, en fait. Voilà. Je suis aussi ravie d'entendre quelle est votre expérience par rapport à ça. Effectivement, merci beaucoup. Je pense que l'idée aussi, c'est de dire qu'il faut vraiment pouvoir en discuter avec votre médecin traitant, pouvoir avoir son avis. Les pour et contre vont être potentiellement différents au cas par cas, et donc c'est important en fait d'avoir dans cette approche finalement globale, holistique et multidisciplinaire, notamment un point de référence, le ou la médecin traitant qui va pouvoir vous orienter aussi dans le réseau. Et ça va dépendre du cas par cas. Il y a aussi des solutions qu'on peut proposer, par exemple au HUG, comme la consultation de la douleur, d'autres aussi consultations multidisciplinaires où on va marier les approches intégratives finalement et plusieurs thérapies pour pouvoir aider et accompagner au mieux les patients et les patientes. Une question pour Dr Wozinski. Y a-t-il des protocoles d'hypnose qui peuvent aider avec la peur et le manque d'air, des symptômes qu'on ressent assez souvent finalement avec le post-Covid? Oui, alors on n'est pas trop pro-protocole avec l'auto-hypnose chez les enfants et l'hypnose chez les enfants parce qu'ils ont une telle imagination que du coup on a des grandes lignes si on veut, mais il n'y a pas un protocole qui marche pour tout le monde. Mais il y en a plein parce qu'on a d'autres patients qui ont des problèmes justement de manque d'air pour tout un tas d'autres raisons et on arrive à travailler sur disons, la respiration, tranquilliser la respiration, permettre de faire une respiration plutôt ventrale que des épaules. Et puis, il y a vraiment plein de choses qui les aident là-dessus à pouvoir retourner au sport et tout ça. Puis dans les jeunes ados notamment qui avaient des problèmes de respiration avec des syndromes post-Covid, franchement, ils ont tous disparu, les quelques-uns que j'ai vus. Peut-être c'est le petit point que je fais chez les enfants et les ados, c'est que ces symptômes post-Covid, ils soignent beaucoup mieux et presque tout le temps. Donc le pronostic, il est vraiment nettement meilleur. Une question peut-être un peu technique pour l'hypnose aussi, ou aussi le MDR. Donc, Madame Beuret qui vous demande directement, Dr Wozinski, est-ce que vous pourriez préciser quel intérêt les techniques d'hypnose ou de MDR peuvent avoir pour certains post-Covid, comme choc post-traumatique ou suractivation du système nerveux autonome? Effectivement, quand il y a un traumatisme, pour quelle que soit la raison, que ce soit une maladie, que ce soit une blessure, ce qu'on retrouve très souvent dans ces problèmes de douleur chronique, alors là, l'hypnose ou le MDR ou d'autres techniques qui permettent de travailler sur les traumas, c'est extrêmement utile parce que ça permet d'aller soulager le cerveau qui en fait crée du stress en continu. Et ce stress va alimenter la douleur, ce stress va alimenter l'inflammation et tous les autres symptômes. Donc là, clairement, les traumatismes sont un des points très importants à aller traiter. Et de nouveau, chez les enfants et les ados, on arrive assez rapidement à les traiter et ça a des effets extrêmement bénéfiques. Donc hypnose, EMDR, somatic experiencing, ou juste des psys qui travaillent sur les traumatismes, extrêmement utiles. Ouais. Il n'y a pas toujours, hein. On ne retrouve pas toujours, mais souvent quand même. En effet, et puis nous rappelons aussi qu'il y a eu un webinaire sur la santé mentale que vous retrouvez sur Raphaël, et on a eu l'occasion justement en fait d'avoir Dr Lamia Benzakour qui est spécialiste du PTSD, du stress post-traumatique et de l'EMDR aussi à Genève. Donc vous pouvez retrouver aussi ce webinaire sur la plateforme
Raphaël. Une question qui revient assez souvent aussi, c'est quid finalement de la stimulation du nerf vague. Donc, il y a plusieurs questions avec des éléments concernant la stimulation du nerf vague. Est-ce que la stimulation du nerf vague est une thérapie qui est recommandée pour le post-Covid? Est-ce que le TENS peut soulager les douleurs post-Covid avec neuropathie des petites fibres? Donc, voilà, on regroupe peut-être toutes ces questions avec votre avis sur la stimulation du nerf vague. Qu'en pensez-vous? Dr Lascano? J'avoue que j'ai pas énormément d'expérience avec les stimulations du nerf vague pour ces problématiques-là. Donc, je préfère m'abstenir, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Après, on va compléter peut-être parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'en discuter largement avec des spécialistes aussi, des partenaires de Raphaël, dont Unisanté et le CHUV, qui, eux, pratiquent aussi ces techniques plus souvent. Et aussi, nous rappelons qu'il y a ce webinaire où Dr Mathieu Sauvat avait justement parlé de la stimulation du nerf vague. Vous pouvez retrouver, en tout cas en général, des moyens naturels pour la stimulation du nerf vague sans pour autant aller devoir vous prescrire ou avoir un électrostimulateur qui peut être onéreux aussi et coûteux. Vous retrouvez aussi ces informations sur Raphaël. On va vous partager le lien où, en fait, dans la section traitement adulte, on a des conseils sur la stimulation du nerf vague et comment ça peut aider pour le post-Covid en général. Il s'agit d'une thérapie qui pourrait être utile pour le post-Covid en général, pas nécessairement pour les douleurs ou les douleurs neuropathiques, mais effectivement, c'est une thérapie qui aujourd'hui pourrait être intégrée dans la prise en charge du post-Covid. Peut-être si on reprend aussi les questions, est-ce qu'il y a une question que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait aborder? Oui, j'ai trouvé une question très intéressante. Quelqu'un m'a posé la question. Donc, savez-vous pourquoi mes symptômes Covid résurgissent lors d'un effort physique trop intense? Alors, je ne sais pas si cette personne parlait de quel type de symptômes exactement, mais en effet, j'ai écouté en fait une présentation lors du congrès en fait des maladies infectieuses qu'il y a eu à Copenhague en fait au mois d'avril, un groupe de Néerlandais justement qui essayait de faire les liens entre la fatigabilité, ces fameux POTS en fait avec ces changements des tensions et tout ça, post-effort. Et puis en fait, ils avaient pris un groupe des patients post-Covid, un autre groupe des sujets normaux. Ils ont fait des biopsies du muscle en fait de ces patients avant l'effort et après l'effort. Et ils ont trouvé des changements dans les muscles des patients post-Covid en fait. Alors qu'ils n'avaient pas ça dans les groupes contrôle. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se passe en fait après la sollicitation et l'effort. Ils n'avaient pas formulé forcément des hypothèses par rapport à ça. C'est vrai qu'ils étaient assez perplexes, mais voilà, j'ai trouvé quand même que ça rejoint un petit peu la sensation de cette personne. Donc, à voir dès qu'ils publieront en fait ces résultats, mais en tout cas, ils l'ont présenté pendant ces congrès-là en fait. Merci beaucoup. Peut-être les questions qui sont en lien avec des traitements spécifiques médicamenteux, on va peut-être ne pas les aborder nécessairement parce que ça va dépendre du cas par cas, au cas par cas. Donc, par exemple, je prends la question de l'amitriptyline, Lyrica, prégabaline, etc. Donc, il y a certainement beaucoup de molécules pour la prise en charge de la douleur, mais nous ne pouvons pas donner de conseils médicaux nécessairement sans pouvoir vous voir et je pense que c'est important d'avoir l'avis du médecin traitant et puis l'aspect un peu global de la situation. Une question pour Dr Wozinski. Auriez-vous une ou des expériences de traitement par la transe cognitive auto-induite? Est-ce que vous connaissez des thérapeutes qui pratiquent cette technique? J'ai aucune expérience de ça. Je peux pas en parler, désolé.
Il y a énormément de techniques qui utilisent la transe, le chamanisme, et la musique et tout un tas d'autres techniques, mais je ne les maîtrise pas et je ne les connais pas, donc malheureusement, je ne peux pas vous renseigner. Je ne sais pas si l'un ou l'une des collègues aurait une expérience, mais effectivement, la médecine intégrative est large et on essaye au mieux finalement de répertorier, de vérifier et de vous donner des informations qui sont utiles. D'où justement en fait la page ressources que vous retrouvez maintenant sur Raphaël. Il y a plusieurs thérapies. On ne peut pas parler pour toutes les thérapies, mais on espère en tout cas que les médecins traitants vont pouvoir vous accompagner dans l'évaluation de ces thérapies en fait et dans leur intégration dans votre parcours, le cas échéant. Pour le reste des questions, on va probablement y répondre après le webinaire. Vous recevrez aussi des liens avec le lien de replay en fait de ce webinaire, avec aussi probablement un lien de contact si vous souhaitez participer à l'étude en cours pour les petites fibres. Et aussi, nous remercions énormément Dr Wozinski pour les liens très utiles pour l'hypnose et l'auto-hypnose. Peut-être pour les intervenants et les intervenantes, un mot pour la fin. On commence par Madame Marquez. Merci beaucoup de m'avoir consacré pour l'invitation déjà, que ça m'a permis de parler un petit peu de ce que je vis en ce moment. Et je souhaite bonne chance à tous ceux qui vivent la même chose que moi. Merci beaucoup. Dr Lascano. Oui, aussi, je vous remercie infiniment pour l'invitation parce que, en effet, c'est une problématique qui touche énormément des gens qui sont probablement mal ou peu compris. Donc, il faut bien tenir en compte. On sait en plus que ça touche des préférences de jeunes femmes. Il y a probablement un lien entre les femmes d'origine dissimins, etc., enfin plus complexe que je ne vais pas m'étaler en ces moments, mais voilà. Effectivement, il faut penser, il n'y a pas que la neuropathie des petites fibres dans la douleur. Évidemment, c'est mon expertise, mais voilà, il y a des douleurs d'autres domaines qui ont été aussi observées post-Covid. Dr Wozinski. Alors moi, je vous remercie également pour l'invitation. J'ai juste de mots. Courage pour tous ceux qui vivent cette maladie. C'est vraiment pas simple, mais on est de tout cœur avec vous. Et prenez soin de votre cerveau, faites de l'auto-hypnose. Merci beaucoup. Professeur Postley-Barbe. Je vous remercie tous les intervenants et toutes les questions qui arrivent sur le site parce que ça va nous aider aussi à mieux organiser, mieux répondre au sein de la plateforme Raphaël, que je vous encourage à venir voir régulièrement parce qu'elle est très régulièrement mise à jour. Comme le professeur Guessous a annoncé tout à l'heure, c'est vraiment un processus d'amélioration continue pour vous aider à mieux comprendre la maladie qui vous touche et qui vous impacte et pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour chaque individu. Donc, merci pour votre présence et puis c'est un encouragement pour nous de continuer à nous battre pour trouver des solutions pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup et professeur Guessous. Merci Maïsam. Juste vous remercier toutes et tous. Merci Madame Marquez. On est très touchés du temps que vous nous consacrez et puis de la confiance que vous nous accordez en témoignant votre parcours. Personnellement, il reste beaucoup de questions évidemment, mais on est rassuré, je crois, par la volonté des hôpitaux universitaires de Genève, comme au tout début des premières situations de Covid long, de faire au mieux via la plateforme. Et vous voyez qu'on a vraiment des expertises via déjà aujourd'hui nos 2 collègues qui sont rassurantes. Et puis, c'est vrai qu'il y a des délais d'attente qui sont trop longs. Mais au final, on a des gens de très grande qualité dans notre institution. Et en plus de vous remercier de participer, je voulais exprimer toute ma gratitude à nos collègues et puis évidemment à Clara avec qui nous
nous avons le bonheur de vous présenter avec toute l'équipe, Raphaël et Maxime, cette plateforme et ces webinaires. Donc, merci. Et puis, on ne se donne pas encore rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera annoncé en temps voulu. Et puis, on espère que vous serez au moins aussi nombreux. Merci. Merci, au revoir.